Bonjour Adrien Bonjour Gindre. Brice. Votre invité ce matin, Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Avant d'en venir notamment au budget, un mot de l'agression de Jordan Bardella ce week-end, puisqu'un homme de 74 ans lui a écrasé un œuf sur la tête lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. Alors le RN et Jordan Bardella ont annoncé avoir déposé plainte. Est-ce qu'il faut apporter un soutien à Jordan Bardella? Est-ce que vous lui apportez votre soutien? Évidemment, je condamne toutes les violences contre tous les politiques, quel que soit leur parti, quel que soit leur bord. Vous savez, malheureusement, la violence, y compris la violence physique, ça fait partie des risques du métier, si je puis dire. Et... Vous-même en 2022, je crois, pour la présidentielle, vous aviez été aspergé de poudre rose. Oui, par des anarchistes. Ça, c'est pas le pire qui m'est arrivé. Récemment, en allant dans un quartier dit sensible, on a dû déranger les dealers et on a vu tomber une boule de pétanque à 1 mètre de nous, lancée d'un immeuble. Vous voyez, donc ce genre de choses arrive. Parce que vous êtes une politique de votre point de vue, parce que ce sont les femmes et les hommes politiques qui sont ciblés? Là, en l'occurrence, je pense que comme on devait être accompagné de la police, ils devaient se dire qu'on venait les déranger chez eux. Donc on n'avait pas le droit de venir les déranger chez eux. Mais les hommes politiques et les femmes, ils doivent pouvoir aller n'importe où. Mais non, le pire que j'ai eu, c'est quand j'étais porteuse de la réforme des universités. Où là, je me suis fait attaquer avec des ministre de Nicolas Sarkozy. Par des gauchistes avec des barres de fer. C'était bien violent. Alors parlons du gouvernement actuel, qui lui cherche un budget pour le pays. Sébastien Lecornu reçoit aujourd'hui les représentants du PS à Matignon, avant le retour du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée demain dans l'hémicycle. C'est toujours le suspense sur l'issue. Est-ce que vous souhaitez que les députés Les Républicains de votre parti finissent par voter ce texte? Ça dépend quel texte. Donc c'est pas automatique. Non. Un compromis, oui. De la compromission, non. Un budget, oui, mais pas un budget à tout prix. Un budget qui détricoterait toutes nos politiques sociales, un budget qui taxerait tout ce qui marche dans notre pays. Un budget qui, en l'occurrence, comprend la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, c'est rédhibitoire? Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, le vote pour le budget est impossible? Chacun votera en conscience, mais vous comprenez bien que j'ai fait campagne à la présidentielle sur le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Parce que moi, je voulais dire la vérité aux Français. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas vivre plus longtemps sans travailler plus longtemps. Aujourd'hui, c'est une duperie monumentale de suspendre la réforme des retraites. Le Parti socialiste se rend complice d'un mensonge d'État. Parce qu'on dit aux Français, on dit aux Français qu'on va pouvoir continuer à danser sur un volcan, alors que l'arithmétique, la vérité, elle est arithmétique. On voit bien qu'il va être très difficile de réunir une majorité. Vous savez, notre protection sociale, les fondamentaux de notre protection sociale sont aujourd'hui fragilisés. Elles peuvent s'effondrer. Valérie Pécresse, sur le fond, on peut discuter mesure par mesure. S'il n'y a pas de vote pour ce budget, il y a un risque qu'il n'y ait à la fin pas de budget, peut-être plus de gouvernement. Est-ce que ce serait pour vous un tabou de recourir au 49.3 ? La question revient sur la table, alors même que Sébastien Lecornu l'avait écarté à la demande des socialistes. Aujourd'hui, certains semblent considérer que ce serait une peut-être moins mauvaise solution. Votre avis? Écoutez, moi je suis une gaulliste. On a mis le 49.3 dans la Constitution pour justement surmonter ce type de blocage, pour permettre à des gens qui ne sont pas complètement satisfaits par un texte, qui ne peuvent pas en conscience le voter, de ne pas voter la censure néanmoins pour préserver la stabilité. C'est pour ça qu'on a fait le 49.3. Donc c'est potentiellement l'issue. Bien évidemment, se priver d'une telle option qui est constitutionnellement donnée au Premier ministre, pour moi, c'est une erreur. Dans le contexte actuel d'absence de majorité, c'est une erreur. Vous l'appelez à y recourir? Vous dites à Sébastien Lecornu, faisons un 49.3 et ce sera réglé? Je l'appelle à essayer de toutes ses forces de trouver un budget. Et si la voie de passage, c'est le 49.3, de ne pas avoir le tabou du 49.3. Il vaut mieux penser à l'intérêt national que penser à des petites querelles de boutiques institutionnelles. Demain, vous présentez le budget de votre région pour 2026, la région Île-de-France. Dans le communiqué d'annonce, vous rappelez qu'en 2025, vous avez été privé de 130 millions d'euros des recettes de l'État, de vos recettes par l'État, et que pour 2026, ce serait moins 180 millions d'euros. À quoi vous allez renoncer? Quel budget vous allez amputer, vous, dans votre région? D'abord, il faut comprendre que ces montants, ça veut dire moins 5,4% de recettes en euros
constant, moins 5,4%. Donc quand l'État est incapable de baisser d'un fonctionnaire, quand l'État est incapable de baisser ses dépenses, puisque les dépenses de l'État continuent d'augmenter, alors que c'est lui qui est à l'origine des déficits, c'est lui qui est à l'origine de la dette, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va asphyxier les autres, les entreprises, les particuliers ménages et les collectivités locales. Donc on a l'impression qu'on s'acharne aujourd'hui à casser ce qui marche, parce que nous, on n'a pas de dette, ou très peu. On vote tous nos budgets en équilibre. Nous, quand on nous donne de l'argent, on essaie de le dépenser le mieux possible. On est hyper contrôlé. Donc nous, on va nous prendre nos recettes fiscales. Nous n'avons pas de dotation de l'État. On nous prend nos recettes fiscales à la source. C'est comme si on allait vous prélever à la source votre salaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien moi, je vais continuer à faire des économies. Ça fait 10 ans que je ne fais que ça. Si l'État avait fait autant d'économies sur son périmètre que moi à la région, sur son fonctionnement, il aurait fait 80 milliards d'économies en 10 ans. Voilà. Sur la région, justement, vous gardez un œil, vous, sur les lycées. La région, elle est en charge des constructions, du fonctionnement. Une annonce sur la vie des lycées faite la semaine dernière par le chef de l'État, interdire les téléphones portables au lycée, y compris pendant les pauses, comme c'est déjà censé être le cas au collège. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'en disent des lycéens rencontrés par les équipes de TF1. Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous interdire, mais vous allez le faire quand même. Bah ouais. Je pense qu'on est assez grand pour savoir ce qu'on doit faire. L'interdiction, tout ça, non, c'est pas trop de notre âge en vrai. Si on en abuse à la maison, ça peut avoir un impact sur la scolarité, mais sinon dans les couloirs de temps en temps, juste pour checker genre nos messages ou un peu TikTok ou Snap, ce genre de trucs, bah, ça dérange vraiment personne qu'on sorte nos téléphones. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il faut interdire le portable même pendant les pauses, pas seulement pendant les cours? Alors, nous, on a déjà devancé l'appel, puisqu'en Ile-de-France, vous le savez, depuis 2 ans, j'ai lancé une expérimentation zéro portable en cours. Donc, on n'a pas attendu que le président de la République y pense. Pourquoi? Parce que dans les lycées, en cours, on a besoin que les jeunes se concentrent et qu'ils soient complètement sur les apprentissages. C'est aux collectivités, pour vous, c'est aux régions, départements de payer dans chaque lycée, collège, les casiers, les poches? Oui, nous, on paye les casiers parce que les casiers sont aussi une façon de ramener le calme. C'est-à-dire que les professeurs disent on met les portables dans le casier, personne ne discute, on met les portables dans le casier. Dans les 100 lycées qui ont accepté l'expérimentation ou qui ont voulu l'expérimentation, ça a des effets extrêmement bénéfiques sur la concentration des élèves pendant les classes. Alors, on leur permet de les réutiliser en dehors, pendant les récréations, pendant les pauses. Ils ont quand même plus de 15 ans, ils sont quand même grands. Voilà. Donc nous, on a opté pour cette solution-là. Moi, je suis très favorable à la généralisation du zéro portable en cours. Sur les pauses méridiennes, franchement, à 15 ans, je pense qu'on peut leur rendre leur portable. Maintenant, si on me dit c'est zéro portable tout court, je n'y suis pas hostile. Parce qu'il faut que vous sachiez, nous, on a fait une étude sur les lycéens. 70% des lycéens font leurs devoirs avec leur portable allumé. 70% des lycéens dorment avec leur portable allumé. Donc, les parents ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin qu'on les aide pour dire à leurs enfants qu'il faut décrocher. Ça, donc, si les lycéens ne dorment dépense. pas la nuit, c'est parce qu'ils sont réveillés par des notifications de leur portable. S'ils font mal leurs devoirs, c'est parce qu'ils sont déconcentrés par leur portable. Le portable est un outil qui est contre les apprentissages et contre l'épanouissement et les relations sociales de nos jeunes. Merci beaucoup Valérie Pécresse, merci Adrien Jeun.